Zandvoort. Il lui est reproché ici d'avoir eu en sa possession quelques jours le document qu'il remit au parquet de Turnhout. Alors, l'infraction ne pouvait en fait pas être constituée en l'absence d'éléments moraux. De même que concernant l'accusation de chantage, c'était l'élément matériel qui manquait pour la constituer. On va peut-être faire un petit zoom sur... Très rapide, c'est très simple. En matière de droit pénal, pour constituer une infraction, il faut la réunion de 3 éléments. Alors, une infraction, qu'il s'agisse donc d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. La réunion de 3 éléments qui sont, premièrement, l'élément légal. L'élément légal, c'est-à-dire que l'infraction doit être prévue par le législateur. Bon, là, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, l'élément matériel. Eh bien, qu'il y ait une base, qu'il y ait quelque chose, une production, un acte, quelque chose qui permette l'existence de l'infraction. Troisièmement, il faut qu'il y ait un élément moral ou intentionnel. Et il faut bien la réunion de ces 3 éléments pour constituer l'infraction. Donc là, l'élément moral, dans l'affaire de détention, de l'accusation de détention de matériel pédopornographique, cela voudrait dire que on doit sous-entendre que si Marcel Verbouzem a détenu le matériel en question, c'est pour des raisons tout à fait immorales et délictueuses, voire criminelles. Okay, qu'il y ait donc une intention, soit de profiter de ce matériel comme client, comme pervers ou comme trafiquant. De toute façon, certainement pas dans un but louable. C'est ce que la justice doit sous-entendre pour qu'il y ait une infraction, pour qu'il y ait donc la constitution de l'élément moral. Alors en effet, Marcel Verbouzem voit sa mise en accusation très rapidement, comme par hasard, suivie d'une autre, mais pour le moins surprenante, et qui répond à ce défaut d'élément moral pour constituer l'infraction précédente. Le lendemain même de la diffusion par RTPF du reportage de l'équipe Fait divers intitulé Réseau pédophile, le 10 septembre 98, oui. Des personnes viennent déposer plainte contre Marcel Verbouzem au parquet de Turnhout. Ces habitants de Bokoven et voisins de Marcel Verbouzem, Janine V.S. et Johan G. viennent se rappeler que celui-ci aura violé leur garçon il y aura 10 ans. Oui, alors Janine V.S. accuse également Marcel Verbouzem d'avoir fait visionner à l'enfant des cassettes porno à son domicile avec des actes de masturbation. D'autres plaintes du même type viendront se greffer à celle-ci, émanant toujours de personnes du voisinage de Marcel Verbouzem. Marcel Verbouzem, l'ancien détective privé, l'homme qui fit tomber le réseau Thames Madère et permit le sauvetage de centaines d'enfants, sera lui-même criminel et pédophile. Bon, c'est peu probable, mais admettons, tout est possible. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle mise en cause et la suite de l'affaire qui la porte, et c'est l'affaire de Zandvoort, devraient être traitées séparément en parallèle, car criminel, pédophile ou non, on n'en est pas là. L'ancien privé a bien apporté les preuves de l'existence d'un réseau international de criminels pédophiles, preuves effroyables à l'appui, en démasquant notamment un de ses points de vente, le site internet Apollo à Zandvoort. Alors, rien en toute logique judiciaire, et pas même l'établissement de sa culpabilité, le cas échéant, ne saurait justifier pour autant que l'affaire qu'il fit éclater ne soit pas traitée avec la plus grande fermeté et la collaboration de tous les pays concernés. Et l'on ne saura rien. La justice ne traitera que la mise en cause de l'enquêteur, sans donner la moindre suite à l'épouvantable affaire dite Zandvoort. Par contre, l'instruction en question sera, donc l'instruction immédiatement déclenchée, sera entachée de la violation de son secret. C'est curieux, hein, comme par hasard, là on en parle beaucoup. Une très très large publicité médiatique et même organisée.
Que penser alors si ce n'est que son accusation n'est qu'une stratégie criminelle servie par l'appareil judiciaire belge pour étouffer l'affaire? Oui, tout à fait. Une stratégie pour étouffer des affaires de criminalité trop gênantes, trop compromettantes pour le pouvoir. Stratégie que l'on retrouve d'ailleurs fréquemment dans des affaires du même type, que ce soit en France ou dans tous les pays du monde d'ailleurs. C'est un simulacre de procès qu'ils ont fait et les victimes avaient disparu. Elles ne vinrent pas à l'audience, elles n'envoyèrent pas d'avocat, rien. Le juge demanda « Où sont toutes les victimes ?» Il n'y a pas de victimes dans la salle d'audience? Pas d'avocat, rien. Elles ne pouvaient pas être convoquées dans la salle, elles ne pouvaient pas être confrontées, ça ne marchait pas. Rien ne fonctionnait, tout était normal. Curieusement, la majorité des plaintes proviennent des personnes impliquées dans la criminalité pédophile. Tout à fait, comme le confirme d'ailleurs l'avocate Patricia van der Smissen, l'avocate de Marcel Verwoezem. Celle-ci parle des plaignants en question, de ceux qui accusent Marcel Verwoezem, comme étant issus, je cite, d'une même mouvance, elle-même déjà poursuivie pour des faits d'abus sexuels sur mineurs. Il y avait des plaintes contre vous déposées par des personnes qui sont issues du milieu pédophile. Oui, il y avait différentes personnes, elles-mêmes actives dans le milieu homophile et pédophile. Elles ont fait des plaintes contre moi, comme quoi elles étaient victimes de moi, etc. Nous avons découvert que plusieurs personnes avaient été payées pour produire ces plaintes. Ça, c'est la réalité. La justice le sait également. Les preuves sont dans le dossier pénal auquel nous n'avons pas accès. Concernant cette accusation gravissime, Patricia van der Smissen écrit dans une plainte qu'elle formule plus tard pour son client, je cite, « Certains plaignants ont reconnu avoir subi des pressions pour porter plainte contre Marcel Verwoezem. » Extraordinaire. Alors, elle annexe à cette affirmation les aveux écrits de la main des plaignants en question, pièce écartée des débats. Alors, malheureusement, nous n'avons pas pu nous procurer cette pièce. Mais ce qui est certain, c'est que c'est à partir du moment où il a sorti l'affaire de Zandvoort qu'il y a eu brusquement des accusations de viol qui sont tombées sur lui. Et ça a été successif. Plusieurs fois, on a essayé de le faire tomber en prison. Les accusations n'ont pas tenu. Et puis, il y a eu récidive au niveau des accusations. Et par exemple, j'ai ici un document en flamand. Il s'agit de la lettre que l'un des jeunes qui a accusé Marcel Verwoezem de l'avoir violé a écrit. C'est validé par le bourgmestre de la ville. Lettre dans laquelle il reconnaît que les accusations n'étaient pas fondées et qu'il avait été payé pour accuser Marcel Verwoezem. Et il donne les chiffres, et il donne les noms des personnes qui ont payé. Il a été payé combien? Alors là, il y a 10 000 francs belges, à nouveau 10 000 francs belges, 5 000 francs belges, etc. Ouais. Et payé par qui? Alors, il y a des noms qui sont avancés, voilà, c'est partie du dossier. Cette nouvelle accusation sert en fait à reconstituer un décor mensonger afin de discréditer l'enquêteur, de détourner l'attention du public ailleurs que sur son enquête, et comme nous venons de le voir, de constituer l'élément moral qui manquait pour sa précédente accusation de détention de matériel pédopornographique. D'une pierre, plusieurs coups. Cette nouvelle inculpation, particulièrement diffamante, doit également détruire la réputation et la vie de l'ancien privé trop obstiné. J'ai eu un journaliste qui disait « Je sais, monsieur Verwoezem, que vous n'êtes pas coupable. Et beaucoup de mes collègues savent aussi que vous n'êtes pas coupable. Mais nous ne pouvons pas l'écrire. » Nous n'avons pas le droit de l'écrire? Oui. La rumeur que l'homme est lui-même pédophile se répand comme une traînée de poudre de perlimpinpin, qui vient opportunément, du coup, masquer l'effroyable réalité révélée par les CD-ROM de Zandvoort, découvert par Marcel Verwoezem.
Marcel Favlouzen devient alors l'homme à battre, la cible d'un appareil judiciaire qui vient de mettre le nez dans son incompétence, laquelle se révèle en fait être une implication criminelle. Parfaitement, le comportement de l'appareil judiciaire prouve sa propre implication. Celui-ci est bel et bien instrumentalisé pour protéger les criminels. La force du milieu est très simple. On ne peut pas diffuser la moindre photo de victime. Si demain je diffuse la photo d'une victime, pour la retrouver, je serai poursuivi. Si demain on publie la photo d'un bourreau, pour l'identifier et le retrouver, on sera poursuivi. Parce qu'il est prétendu que l'on viole la loi sur la vie privée. Instrumentalisé pour neutraliser ceux qui menacent les criminels. Un des violés déclare: j'ai fait une visite à la maison de Marcel, j'ai caché un petit sachet plastique contenant 1 milligramme de marijuana dans la maison. Maison, il a caché un petit sachet. C'est un enfant qui le dit. Oui, il l'a dit lui-même. Un enfant? Oui, un enfant. J'ai caché ça ici parce que mes parents le voulaient. Parce que les parents le voulaient. Oui, oui. Les policiers trouvent ce sachet. Ils trouvent un sachet. Un petit sachet, ils trouvent un petit sachet et il y a 1 milligramme, une feuille verte ou je ne sais quoi. Je ne sais pas, ça ne vient pas de moi. Et ils trouvent ça. Marijuana avec le Marcel. Mais l'enquête sur leurs empreintes digitales sur le sachet, ils n'ont pas fait. Et dans le dossier, c'est écrit: on a trouvé de la marijuana dans la maison de Marcel. Vous connaissiez cet enfant? Cet enfant était souvent chez vous, à la maison? Non, c'était un ami de mes petits-enfants. Un ami de vos petits-enfants? Oui, j'ai des petits-enfants et c'était un copain. Il vient ici, il laisse un sachet ici, et il explique à la police qu'il l'a caché. La police arrive, elle trouve le sachet. Ah, Marcel marijuana. Et c'était aussi cet enfant qui disait: Marcel m'a violé. Oui, et après il écrit à la police: Marcel ne m'a pas violé. C'est ce qu'il avait déclaré plus tard. Oui, mais ça n'était pas dans le dossier. C'était dans le dossier secret. Toute affaire est comme ça. Le dossier est, oui, un sketch. Ils ont trouvé une chose chez moi. Un exemple. La police trouve ça dans ma maison, à côté d'une plante. Ceci est du matériel pour violer un enfant. C'est le matériel pour violer des enfants. Voilà. On saisit, on le dépose au greffe. Voilà. Marcel a torturé des enfants avec un bâton de bambou. L'ADN n'a pas été relevé sur ce bâton. Des traces n'ont pas été relevées sur ce bâton. Rien. Oui, vraiment, et dans le journal, en grandes lettres, Marcel a torturé des enfants avec un bâton en bambou. Un tuteur de plantes. Incroyable. Nous sommes en 1998. La collaboratrice de Marcel Verbouzem, Gina Bernard, voyant la tournure que prennent les événements, rentre en contact avec différentes organisations. Alors nous avons l'association Terre des Hommes, le Comité international pour la dignité de l'enfance en Suisse, présidé par le sénateur Georges Glatz à Genève, et le journaliste Serge Garde, du journal L'Humanité en France. C'est elle, à ce moment-là, qui aurait remis à ce journaliste, Serge Garde, une copie du premier CD-ROM récupéré par Marcel Verbouzem. Quelques jours après avoir remis le premier CD-ROM, c'était le 15 novembre 1998, Gina Bernard se tue au volant de sa voiture. Les freins avaient lâché. Gina Bernard,
a rejoint les 30 témoins morts dans l'affaire du Trou. Ces témoins victimes de morts opportunes qui devaient témoigner ne purent jamais le faire.